Si l'on te demande quel est ton film préféré, tu vas soit réfléchir un long moment avant de me donner ta réponse, ou bien tu le sais déjà. Et là, tu me le dis d'une traite. Pour ma part, je n'ai pas véritablement de meilleurs films. Bien sûr que j'en ai qui sont largement devant les autres, mais en avoir qu'un seul, ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Pourtant, il y en a bien un qui se démarque à mes yeux. Dans le cinéma, parmi les entreprises que je n'aime pas, il y a Disney. Tu sais, truc drôle dans l'histoire, c'est que le film qui se démarque à mes yeux, tiens-toi bien, c'est un film de Disney. Ironique, comme dirait l'empereur. Ce film, c'est Tron Legacy, ou dans sa version traduite, Tron l'héritage. Pour une fois qu'ils traduisent correctement en titre, Tron Legacy, c'est un film sorti dans une période particulière, qui aborde des sujets intéressants, notamment sur la perfection. Je vais bien sûr te raconter tout ça. Bonjour, bonsoir, c'est Damien. Installe-toi confortablement, car toi et moi, on va faire une pause. Une pause cinéma. Ça fait des années que j'ai envie de parler de Tron l'héritage, mais je ne sais jamais comment m'y prendre. D'ailleurs, au moment où j'écris le scénario de cette vidéo, je ne sais toujours pas comment je vais faire. Mais bon, il faut que j'en parle, sinon quelqu'un le fera à ma place. Tron commence en 1982, avec la sortie de Tron, premier du nom. L'histoire nous raconte les aventures d'un jeune prodige en programmation, Kevin Flynn, interprété par le fameux Jeff Bridges, qui s'est fait l'essentiel de l'entreprise Encom, éditeur de jeux vidéo. En gros, Ed Dillinger, un méchant collègue, a usurpé le droit des jeux que Flynn avait créés et s'en est servi pour devenir le nouveau chef d'Encom. Flynn veut pirater le système informatique de son ancienne boîte, afin de récupérer la preuve qu'il est bien le créateur des jeux que Dillinger lui a piqués. Mais Dillinger a implanté un programme qui sert de défense à ce système, programme devenu plus grand, ayant atteint un stade tellement primaire qu'il détient globalement le contrôle du système. Il se fait appeler le Master Control Program, le MCP. Flynn, qui gère maintenant une salle d'arcade, s'introduit à plusieurs reprises dans le système, à l'aide de son programme à son image, CLU, Codified Likeness Utility, que l'on peut traduire par programme créé à partir de son utilisateur. Sauf que CLU se fait supprimer par le MCP. Flynn est maintenant dans une mauvaise posture, car son seul moyen pour prouver ses droits, c'est de s'introduire de nouveau dans le système, mais d'une autre façon. Autrement dit, il faut qu'il rentre illégalement chez Encom afin de pirater directement à la base. Laura et Alan, ses anciens collègues, bossant toujours à Encom, l'aident à pénétrer l'entreprise. Flynn, alors seul, s'introduit dans le système directement à la source. Et quand je dis directement, c'est vraiment le cas. Pensant bien faire, il se retrouve téléporté dans le système, notamment à cause du MCP qui avait détecté son arrivée dans l'entreprise. Kevin Flynn découvre un endroit numérique qui se nomme la grille des jeux. Flynn va faire la rencontre de plusieurs programmes, dont Yori et Tron, programmes à l'image de leurs créateurs respectifs, Laura et Alan. Parce que oui, dans le système, chaque programme porte le visuel de son créateur du monde réel. C'est plus simple. Sark, un autre programme, ressemblant lui aussi à son créateur, qui n'est autre que Dillinger, prend de plus en plus la mainmise sur le système, aidé par le MCP, qui de son côté devient de plus en plus incontrôlable. Yori, Flynn et Tron vont aider les programmes à devenir libres, libérant la grille de la main de Sark, tout en mettant un terme au MCP. Flynn arrive à revenir dans le monde réel, avec la preuve qu'il est bien le créateur des jeux vidéo d'Encom. Dillinger est remercié, Flynn devient le nouveau président de l'entreprise Encom et n'oubliera pas ce qu'il a vécu, continuant à rêver de ce monde numérique. C'était un résumé assez vulgaire du premier film, mais ça permet d'y voir plus clair pour la suite. Tron est un film à part. Réalisé par Steven Lisberger, il sort dans une période où Disney doit proposer du sang neuf. Le début des années 80 marque l'apparition de nouveaux réalisateurs, de nouvelles visions, de nouvelles licences et des nouvelles technologies. C'est bien beau les contes pour enfants, les films d'animation des années 30 à 50, mais bon, le monde change, la demande aussi. Mais ça, Disney, ils ont eu du mal. L'image qu'ils avaient à l'époque, c'était une entreprise qui a eu son succès, fut un temps, et qui maintenant propose des parcs d'attractions pour divertir toute la famille. On est loin de l'entreprise d'aujourd'hui, qui met ses mains un peu partout dans le cinéma, surtout n'importe comment. En tout cas, Tron fut le premier film de Disney dans l'ère moderne. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. Disons que, pour le coup, le film était un poil trop en avance. Tron fait partie de ce qu'on appelle les films expérimentaux. Autrement dit, des films qui font ce que peu, voire personne, ont fait avant. Comme si un film voulait créer un nouveau Big Bang afin de mettre en place un nouvel univers. D'ailleurs, souvent,
Un film expérimental mettra largement en avant ce qu'il expérimente par rapport à ce qu'il veut raconter. C'est notamment pour ces raisons qu'ils ne sont pas forcément appréciés du grand public. Ce n'est pas le truc que tu as envie de regarder pour passer du bon temps. Tron plonge aussi, au-delà de la technologie, dans un tout autre domaine qui arrive en masse, le jeu vidéo. Visionner Tron en 1982, c'est un vrai bordel. Ça parle d'informatique, de jeux vidéo, tout ça mélangé avec des effets spéciaux par ordinateur. Attends, ça va loin là. Malgré ça, Tron réussit au fil des années à concrétiser une place parmi le cœur des cinéphiles que vous êtes, en rentrant dans le panthéon des films classiques. Tron fait surtout partie des premiers films à avoir utilisé les effets spéciaux par ordinateur, sur quasiment toute la totalité du long métrage. Ça, c'est une prouesse. Certains disent que sans Tron, Disney n'aurait pas eu la reconnaissance dans l'industrie cinématographique de leur capacité à proposer de tels projets, en étant au cœur de l'actualité. D'autres rajoutent que sans Tron, sans doute, Disney n'aurait jamais mis ses mains dans Pixar, par exemple. Pour dire les choses, Tron est un film qui, malgré ça, est important pour Disney sans que l'entreprise ne le reconnaisse réellement. Une sorte de « je t'aime, moi non plus ». Tron a atteint son statut de film culte, de film classique. Des produits dérivés voient le jour, notamment des jeux vidéo adaptés du film. Ce qui est assez rigolo, il faut l'admettre. Cela va augmenter l'aura que possède Tron, tout en le faisant connaître à de nouvelles personnes. Les effets spéciaux par ordinateur vont se perfectionner, au point d'être indispensables au cinéma. Beaucoup citeront Tron comme source d'inspiration, précurseur d'une nouvelle façon de faire des films. Les années passent, Disney fait son chemin, l'entreprise se donne à fond dans le numérique, notamment avec l'achat du studio Pixar, qui mettra en scène plusieurs films d'animation à succès. La saga Pirates des Caraïbes apparaît aussi dans les salles de cinéma, fonctionnant correctement, tout en donnant envie aux spectateurs de se rendre dans les attractions des parcs. Ça va donc bien pour Disney, ils sont populaires, l'argent est là, cela fonctionne, mais est-ce véritablement suffisant? Pas vraiment, l'entreprise veut aller plus haut, elle veut conquérir le cinéma en proposant le plus de films possible, et surtout, conquérir des terrains qu'elle n'a pas encore conquis, notamment pour piquer les recettes que d'autres se font, mais pas eux. Pour réussir cela, il faut de la science-fiction, des effets spéciaux numériques, à la pointe de la technologie, faire de bonnes adaptations, proposer des histoires neuves, aborder des thématiques récentes, voire futuristes. Il faut prendre des risques, être ambitieux. Parmi les projets qui vont être validés par Disney, il y a une suite, celle du film Tron. N'ayant pour l'instant pas de nom officiel, cette suite se fait surnommer Tron 2. Le film est annoncé courant 2008, au Comic-Con de San Diego. Au cas où, le Comic-Con, c'est une importante convention centrée principalement sur la pop culture. On y découvre plein d'annonces sur les projets à venir, notamment sur les films. À la tête de ce prochain Tron, Joseph Kosinski, un inconnu qui réalisera ce nouvel opus. Enfin, inconnu, oui et non. Pour être honnête, Kosinski, c'est un peu un mystère, une sorte de Camoulox. Tron 2, c'est son premier long métrage. Et pour un premier long métrage, ce n'est pas rien. Mais surtout, il réussit à obtenir des projets conséquents assez facilement. Alors qu'à la base, c'est juste un architecte, principalement spécialisé dans l'infographie et la conception graphique par informatique. Comme beaucoup, il a commencé l'audiovisuel en bossant sur quelques publicités, principalement pour le jeu vidéo. Tron, jeu vidéo. Il se fait remarquer par Warner Bros. Qui l'engage afin de travailler sur une nouvelle version d'un film, d'une de leurs vieilles licences qu'ils veulent remettre au goût du jour. En parallèle, Kosinski bosse sur un roman graphique, portant le doux nom de Oblivion. C'est notamment ce travail qui va intriguer Disney, en quête d'un film de science-fiction innovant. Disney obtient alors les droits pour adapter Oblivion en film, mais le film étant trop sombre, Disney refuse finalement de le faire, voulant quelque chose pour tout public. Disney abandonne Oblivion, mais pas Kosinski. L'entreprise lui propose de bosser sur la suite de Tron, lui qui aime tant la conception visuelle par informatique. Pile le projet qu'il fallait. Kosinski accepte, c'est ainsi que le prochain Tron a trouvé son réalisateur. D'autant plus que le projet que lui avait proposé Warner a été annulé dans la foulée. Bon, c'est bien beau tout ça, mais un film ne se fait pas avec qu'une seule personne. Ça serait beaucoup trop simple. Steven Lisberger, réalisateur du premier Tron, fait son grand retour en tant que producteur de ce nouvel opus. Il sera là pour guider, transmettre, servir de liaison entre le premier et le deuxième film. Deux acteurs du Tron de 1982 font aussi leur retour. Bruce Boxleitner revient pour ses rôles d'Alan Bradley et de Tron, ainsi que Jeff Bridges qui reprend son double Clou et le fameux Kevin Flynn. Qui dit nouveau film dit aussi nouveau personnage.
donc des acteurs fraîchement arrivés. John Whedon, un acteur canadien, prêtera son savoir-faire en campant l'antagoniste de ce prochain Tron, Clou. Le visage de celui-ci sera remplacé par une version rajeunie de l'acteur Jeff Bridges afin de correspondre au Kevin Flynn des années 80. Car un programme, ça ne vieillit pas. Les acteurs anglais James Frain et Michael Sheen sont annoncés pour le rôle de Jarvis et Zouz. L'actrice américaine Beau Garrett incarnera Jem, une des 4 sirènes. Le cascadeur Cody Lodan rejoint la partie sans y être cependant crédité. L'acteur américain Jeffrey Nordling tient lui le rôle de Richard Mikey, nouveau PDG de l'entreprise Encom. Mikey, il y a quand même un truc, non? En ce qui concerne les rôles principaux, Garrett Hedlund, acteur américain, campera le fils de Kevin Flynn, le protagoniste Sam Flynn, personnage un peu sous-exploité qui arrive tout de même à performer de par une prestation très correcte de la part de l'acteur. D'ailleurs, on devrait donner à Garrett un peu plus de rôle dans le cinéma, je trouve dommage qu'il soit oublié. Le truc, c'est qu'il s'est fait voler la vedette par d'autres. Déjà par Jeff Bridges, qui pète la classe, mais aussi par les autres acteurs, qui ont des personnages beaucoup plus attirants que Sam Flynn. Soit leur visuel est spécial, soit c'est leur manière d'être, parfois même les deux. Mais surtout, pour moi, c'est un autre personnage, lui aussi nouveau et important, qui va piquer l'écran, le personnage de Cora. Interprétée par la magnifique actrice américaine Olivia Wilde, Cora amène cette fraîcheur indispensable dont le film a besoin. Se comportant un peu comme une enfant qui découvre le monde, Cora, c'est mon personnage favori. En plus, Olivia Wilde l'interprète d'une manière incroyable. Je suis désolé, mais Olivia Wilde, c'est pour moi une super actrice. Elle le démontre parfaitement avec Tron. En plus d'être une très bonne actrice, c'est aussi une très jolie femme qui dégage un charme naturel, rajoutant à Cora ce petit truc que les autres n'ont pas. Quand tu as Olivia Wilde, qu'est-ce que tu veux en plus? Choisir Olivia Wilde pour le personnage de Cora, c'est la meilleure idée du film. En plus, Garrett Hedlund et Olivia Wilde se connaissaient déjà avant le tournage. Donc l'alchimie entre les deux personnages fonctionne très bien. Tron 2, ou plutôt Tron Legacy, maintenant que le film possède son titre officiel, se met en route, car Disney veut sortir cette suite pour la fin d'année 2010. Après être passé de nouveau au Comic-Con en juillet 2010 pour montrer la toute première bande-annonce et profiter de la présence du public afin d'enregistrer avec la technologie du Skywalker Ranch des sons de foule pour l'intégrer au film, Tron Legacy continue d'embellir son catalogue en confirmant la participation du compositeur américain Joseph Trapanese pour la bande originale du film. Il ne sera cependant pas seul, car si, fut un temps, des rumeurs circulaient en indiquant que Hans Zimmer, compositeur allemand, rejoindrait le projet, c'est bien nos chers Daft Punk, rien qu'eux, qui seront les têtes pensantes de la musique de ce nouveau Tron. L'annonce a surpris, positivement d'ailleurs, car les Daft Punk étaient réputés pour ne pas travailler pour ou avec les autres. C'est littéralement un coup de maître, car d'un côté on a un compositeur spécialisé dans les arrangements et l'orchestration, et de l'autre un duo spécialisé dans le savoir-faire électronique, précurseur d'un nouvel ère. La bande originale promet d'être exceptionnelle, car elle correspond parfaitement à ce que Tron représente, visuellement ainsi qu'en profondeur. Rajoutez à cela un réalisateur très pointu en architecture, l'héritage que l'on nous annonce commence plutôt pas mal. Niveau scénario, il est confié aux écrivains américains Edward Cayce et Adam Horowitz. Steven Lisberger et Joseph Kosinski superviseront le tout. Même le directeur de la photo, c'est une bonne pioche. Ils ont choisi Claudio Miranda, un photographe chilien qui aura par exemple un Oscar de la meilleure direction photo pour l'Odyssée de Pi en 2013. Avec un budget hors publicité de 170 millions de dollars, Tron Legacy sort pour la première fois dans les salles de cinéma américaines le 11 décembre 2010, peu de temps avant les fêtes de fin d'année. Tron Legacy n'aura pas le droit forcément à un très bel accueil. Les critiques sont globalement mitigées, ce qui n'aide pas le bouche à oreille. Malgré ça, le film arrivera à faire un score correct au box-office en récoltant dans le monde plus de 400 millions de dollars, remboursant son budget tout en se positionnant tout de même dans un bon classement. Mais qu'en est-il du film lui-même? Tron Legacy m'a profondément marqué. Je me souviens parfaitement la première fois où j'ai vu le film. C'était bien sûr au cinéma, tout juste au début de la sortie en France. Dans la salle, j'étais placé au milieu, un peu en haut, légèrement à droite. Oui, c'est précis. J'ai vu le film en 3D. Car après la sortie d'Avatar, quasiment tout le monde voulait sa part du gâteau niveau 3D, Tron n'échappant pas à cela. Cependant, ce n'est pas la 3D qui m'a plu dans le film, bien au contraire. Elle m'a plus embêté qu'autre chose, assombrissant les couleurs.
Ce qui m'a marqué, c'est que Tron Legacy, c'est le film qui m'a fait comprendre l'intérêt du cinéma, les raisons qui poussent à créer des histoires, à vouloir les mettre en scène. Oui, j'avais déjà eu, avant Tron, des séances qui restent en mémoire, comme celle du film The Dark Knight, par exemple. Sauf qu'elle m'avait marqué pour le savoir-faire d'une équipe, poussée au maximum afin d'en tirer le meilleur. Si je reste sur mon exemple de The Dark Knight, ce qui me plaît, au-delà d'être une très bonne suite à Batman Begins, c'est la presque perfection de chaque seconde qui s'écoule du début à la fin. Rajouter la performance incroyable du regretté Heath Ledger, tout ça rend le visionnage du film comme un bonbon que l'on déguste avec plaisir. Tron Legacy, malgré qu'il soit bien réalisé, m'a procuré une sensation totalement nouvelle. L'identification. Je vais souvent dire pour la première fois. Mais oui, pour la première fois, et la seule jusqu'à maintenant concernant le cinéma, je me suis identifié au film. Je suis obligé de remettre dans l'époque. On est fin des années 2010. La crise de 2008 est encore présente. Des monstres de la pop comme Michael Jackson disparaissent, des légendes comme Star Wars prennent fin, bref, le monde change. La technologie prend de l'ampleur. Une ère nouvelle, que l'on vit aujourd'hui, pour le pire comme pour le meilleur, se mettait en place petit à petit. Les téléphones portables ne servaient plus qu'à téléphoner. On pouvait écouter de la musique, prendre des photos, etc. etc. Internet s'intégrait en masse dans plusieurs foyers à travers le monde, dans le jeu vidéo, ou bien les ordinateurs. Les réseaux sociaux comme Facebook, les plateformes de vidéos comme YouTube, émergeaient en conquérant de plus en plus de nouveaux adeptes. Le cinéma, la musique, les livres, les bandes dessinées, tout était en train de repartir de zéro. Comme toutes les nouvelles choses, beaucoup de réticences se faisaient. Jouer aux jeux vidéo, à l'heure où j'enregistre cette pause cinéma, c'est devenu populaire. Limite, celui ou celle qui ne joue pas, c'est mal vu. Les films de super-héros sont devenus populaires aussi. Tant d'éléments qui sont acquis, ancrés dans nos sociétés, que l'on oublie qu'il y a peu, ce n'était pas le cas. Alors, être un garçon qui possède son ordinateur personnel, qui joue à des jeux vidéo avec celui-ci, qui va sur internet afin d'y regarder des vidéos sur YouTube, qui s'intéresse aux nouvelles technologies, qui regarde des films de super-héros ou des trucs comme Star Wars, je peux t'assurer qu'à l'époque, d'être comme ça, ce n'était pas bien vu du tout. Les infirmières scolaires nous le disent, les médecins scolaires le disent, les enseignants le disent, ils ont des ados fatigués. Être différent, c'est tout moi. C'est pour ces raisons que je me suis retrouvé avec Tron Legacy. La plupart des spectateurs n'ont rien compris à l'époque de ce que raconte le film, car il parle de choses qui me touchent. Ça parle de cloud, de partage de données, de programmation, de créateurs d'un réseau informatique, de l'émergence de l'IA. Le langage du film est soutenu. Pas dans le sens on respecte la grammaire, mais dans le sens binaire. Tron, c'est de l'informatique. On parle informatique. Moi, j'ai tout compris. D'ailleurs, c'est rigolo de voir que les gens qui découvrent le film aujourd'hui comprennent eux aussi quasiment tout. Car Tron Legacy était précurseur d'une époque à venir. Ce qu'aborde Tron fait maintenant entièrement partie intégrante de nos sociétés. C'est notre quotidien. La vision a changé. Les mêmes qui me critiquaient font exactement ce que je faisais il y a 15 ans. Mais si cela ne s'arrêtait que là, Tron Legacy va plus loin, beaucoup plus loin qu'un simple film. Au-delà de garder son aspect jeu vidéo ludique, l'histoire est plus profonde qu'on ne le pense. En plus d'être en avance sur son temps, c'est aussi cette partie du film que les critiques n'ont pas compris. Tron Legacy est plus humain que son prédécesseur. On y retrouve toute une réflexion sur l'être humain, ce qu'il est capable d'accomplir, et surtout, à quel prix. Avoir un film de divertissement intelligent ? Ah, apparemment, les critiques ont du mal, hein. Prenons comme exemple l'évolution de Kevin Flynn. Au départ, ce jeune homme parvient à devenir PDG de l'entreprise Encom, vu dans le premier film Tron. Ambitieux, génie de son art, Kevin Flynn fait monter l'entreprise au plus haut, proposant de multiples choses dans le jeu vidéo et la technologie. Il écrit un livre sur le monde digital, tout en indiquant que le futur se trouve là-bas. Sans doute le décès de sa femme l'aura marqué. En tout cas, créant une deuxième grille sur laquelle il travaille en secret, Kevin Flynn veut un système parfait, afin de trouver la finalité de l'espèce humaine, de trouver ce qu'il pourra apporter au monde réel pour bouleverser la société à jamais, notre sens de la vie, montrer que la frontière n'a pas encore été franchie. Avec l'arrivée de son miracle, des ISO, Kevin Flynn voit son vœu s'exaucer. Mais Clou vient basculer son équilibre. Les ISO détruits, Kevin Flynn devient ermite et apprend avec de la patience, du savoir-faire et l'aide de Cora, à grandir, mûrir, avoir une vision plus humble de ce qui l'entoure, ainsi que de la vie. Kevin Flynn devient un sage. Ça ne veut pas dire qu'il a tout le temps raison, mais ses paroles sont souvent justes. C'est intéressant de voir l'évolution de ce personnage mythique dans l'univers de Tron, qui, je le rappelle, termine son parcours en pardonnant son passé, Clou, l'absorbant, tout en se sacrifiant. Tout le problème de l'humain est montré avec le dilemme de Kevin Flynn, cette dualité entre le travail et la vie, notamment la vie de famille. Flynn le dit lui-même à son fils,
Il aurait tout lâché pour être un jour de plus avec Sam. Mais s'il n'avait pas lâché, cette nouvelle grille aurait-elle vu le jour? Les ISO auraient-ils pu prendre vie? Cette dualité est folle. Faut-il profiter de la vie à 100%? Faut-il travailler dans ses projets à 100%? Je pense que la bonne réponse, c'est d'avoir un juste équilibre. La fin du film est belle en soi. Kevin Flynn, les larmes aux yeux, voit littéralement les deux facettes de sa vie devenir libres. Il voit son miracle dans les deux sens. Ça me permet d'aborder un autre point du film, le parallélisme. Je m'explique. Plusieurs parallèles sont faits dans le film, que ça soit avec Sam qui saute en parachute de la tour Hancom pour ensuite sauter du vaisseau de Clou, ou bien le discours du jeune Kevin Flynn au début du film, indiquant à la foule que la destinée de l'humanité est dans le monde virtuel. Ce discours est repris par Clou, qui change certains mots en lui donnant une version beaucoup plus dramatique. À la place de « à l'intérieur de ce nouveau monde », on a « à l'extérieur de ce nouveau monde ». À la place de « il y a notre futur », Clou dit « il y a notre victoire ». Les deux discours se terminent de la même manière, avec « c'est notre destinée ». Ce sont deux visions de la perfection, l'une de Kevin Flynn, représentant plutôt l'espoir de quelque chose de puissant, l'autre de Clou, représentant l'infiniment grand d'une programmation juste. Le parallélisme ne s'arrête pas qu'ici. Sam représente la folie de son père jeune, que l'on retrouve dans le premier film. Mais il y a un détail, assez rigolo je l'accorde, qui résume à lui seul la différence entre un programme et un créateur, les fameuses boules, présentes dans les mains de Clou pendant le combat de Sam et Rizzler dans l'arène. Elles servent, au premier plan, à nous indiquer quand la gravité va changer. Certains peuvent penser autre chose en voyant ces deux boules. Mais non. Formant une paire de boules, Clou les possède rondes bien lisses. Phrase difficile à prononcer sans émettre un petit sourire, il est vrai. Plus tard, quand Kevin Flynn raconte l'histoire des ISO, qu'est-ce qu'il pose sur sa cheminée qui fait des flammes bleues? De petits polygones. Comme par hasard. En plus d'être un clin d'œil aux jeux vidéo et à l'informatique, car le visuel d'un jeu se forme sur une base de polygones, ces polygones font le parallèle avec les boules. Opposé, me voici. Cela résume la définition d'un programme. Rond, lisse, formant une boule, un cercle parfait. Là où le créateur ne forme pas une boule, mais un polygone, ayant les mêmes bases, mais qui n'est pas du tout lisse, démontrant ainsi que rien n'est parfait. Plusieurs directions sont possibles, la réflexion en plus. Ce n'est pas pour rien que Clou, dans le repère de Kevin Flynn, touche un des polygones puis le repose, car c'est contre sa nature, il est programmé afin d'avoir la même ligne de code, le polygone est incompréhensible pour lui, donc ce n'est pas parfait, c'est imparfait. Je suppose que si on demandait à Cora, elle y verrait plusieurs réponses intéressantes et non le refus n'ayant jamais été programmé. Il faut aussi remarquer que Clou prend le polygone bleu et non celui en doré, alors que la couleur dominante sur son costume, ce sont des lignes jaune-orangé, autrement dit, du doré. Ce qui m'amène au nombre de boules et de polygones. Clou en possède 2, Kevin Flynn en possède lui aussi 2. Kevin Flynn a créé Clou, ce qui en fait son clone. L'un est humain et pense que son clone virtuel est pareil, d'où les deux polygones, alors que Clou, un programme, pense que son créateur est pareil, d'où les deux boules. Chacun possède son clone, à sa manière, avec chacun leur vision de l'autre, alors que la conclusion de tout cela est tout simplement une binarité. Comme l'informatique qui fonctionne sur une base binaire, la grille ne peut avoir que deux éléments. Je l'extrapole sans doute, mais le fond est là. En plus des parallèles et des opposés, on retrouve dans ce Tron Legacy plein de symboles et de comparaisons. Il y a bien sûr le symbolisme de la religion, du dieu, à travers Kevin Flynn. Le film ne le met pas forcément en avant, mais dans certains passages, on peut voir des idées là-dessus, notamment un programme qui se met à prier en voyant son créateur, ou un silence qui s'impose dès que l'on prononce le nom Flynn. My name is Sam Flynn. Qui dit religion dit aussi les mythes et les récits. Dans le repère de Flynn, Clou découvre comment vit son créateur. Arpentant les lieux, il fait face au panier de fausses pommes. Il prend une pomme et perçoit son reflet. On peut y distinguer une légère référence au mythe de Adam et Ève et son fruit défendu. Le créateur donnant naissance à des êtres programmés, la pomme, ici, symbole du fruit défendu, représente l'accès de l'intelligence avec le reflet de Kevin Flynn. Clou, énervé de son souvenir de sa naissance et de sa finalité de créer un système parfait, balance le panier, ne prenant pas part à la prise d'intelligence, restant simpliste, restant un programme. D'ailleurs, le panier de pommes n'étant pas réel, ne pouvait pas lui apporter ne serait-ce qu'un plus.
Ça démontre une nouvelle fois qu'un programme, une fois programmé, ne peut sortir de sa route. Je suis persuadé que tout ceci n'est pas juste le fruit, c'est rigolo, de ma réflexion, mais bien une envie des scénaristes d'incorporer à Tron une histoire plus profonde qu'elle en a l'air. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les sources principales qui ont servi d'inspiration. On y retrouve le magicien d'Oz qui raconte comment une fille et son chien sont transportés dans un pays merveilleux et devront trouver un moyen de revenir dans le monde réel. Des personnes de notre épopée terrienne ont servi aussi d'inspiration, comme Steve Jobs, Bill Gates, John Lennon, ou bien les moines bouddhistes. Des scientifiques, spécialisés dans l'évolution de la technologie, ont participé à mettre en avant un concept qui deviendra les ISO. Pour faire simple, Tron Legacy ne souhaitait pas juste être une redite du premier, il possède sa propre colonne vertébrale que l'on suit afin d'éviter que le film ne soit qu'un enchaînement de séquences sans vie et sans émotion. Un point du film est très intéressant à aborder, la quête de perfection. En plus d'évoquer des sujets graves comme le suicide, le génocide ou bien la purge, Tron Legacy aborde le sujet de la perfection et de la peur des autres. Une question se pose même après le visionnage. Est-ce que la perfection n'est pas un refus de nos peurs? C'est une question philosophique, je sais. Mais si on regarde bien le film, tout ce que fait Clou pour la perfection, c'est de refuser ce qu'il ne comprend pas, la peur de l'inconnu. Là où Kevin Flynn accepte l'inconnu, en prenant sous son aile la dernière des ISO, ces êtres sages, naïfs, avec un code qui va tellement plus loin que la compréhension de Flynn. Alors, n'est-ce pas finalement ça, cette fameuse perfection? D'avoir la capacité d'accepter que l'on ne puisse pas tout savoir, tout connaître, d'apprendre à comprendre ce qui nous dépasse, afin de le surpasser? Tu as 5 heures. Cette perfection donne la main à un autre sujet, celui de la programmation et de la reprogrammation. Qu'est-ce qu'une société? Comment la définir? Des films comme Matrix ont déjà apporté leur vision sur ces questions. Tron Legacy, même s'il ne plonge pas totalement dans le sujet, y apporte tout de même un reflet intéressant. La grille s'est transformée, donnant au programme une uniformisation en étant reprogrammé, afin de correspondre à la perfection d'un système dirigé par Clou. Clou peut être perçu comme un chef, celui que l'on admire, mais dans sa situation, dans le monde de Tron, il est plus apte à être désigné comme un virus, celui qui propage, qui étend sa toile, qui corrompt. C'est d'ailleurs ce que Clou utilise comme mot pour désigner Flynn, un corrompu. Mais c'est qui la véritable erreur? Celui qui souhaite partager les données, acceptant la nouveauté, ou celui qui veut utiliser les données pour améliorer ses confrères, leur donner le meilleur? Encore une question philosophique, je sais, mais qui reflète deux opposés d'une société. Il suffit de regarder dans notre monde pour y voir des similitudes. L'Amérique se replie sur elle-même, la Russie se voit à la tête du monde. On peut les comparer à la vision de Clou, là où la France, l'Europe, souhaitent vivre en accord dans le partage, le mélange des cultures. C'est la vision de Kevin Flynn. Chacun a ses mauvais points et ses bons points. Comme la grille, on est tous programmés, de par les médias, la politique, les grosses entreprises, les réseaux sociaux, etc., etc. Tout ça nous influence, induise notre chemin. On nous apprend à avoir un sens, que l'on ne veuille ou non, dans la société dans laquelle on vit. La reprogrammation existe aussi. La Corée du Nord, par exemple, implique un lavage de cerveau à sa population, afin de garantir le maintien du pouvoir dictatorial. Tron Legacy nous indique que la limite entre programmation et reprogrammation n'est pas si lointaine. La grille est créée par Kevin Flynn, il y instaure des programmes, puis, après la purge, Clou prend le contrôle de la grille. Un par un, il reprogramme les programmes. La peur des ISO a amené les programmes à suivre Clou, un semblable, pour finalement y devenir un de ses pions, des bactéries combattant une maladie invisible. Simple, mais explication efficace. Le film fait des clins d'œil à son prédécesseur, comme La Grosse Porte, mais pas que. Beaucoup de références à Star Wars, directes ou indirectes, sont présentes. Le sable laser, la bataille à la fin, et même la phrase « Je ne suis pas ton père, Sam », l'inverse de « Je suis ton père ». Assez drôle, tout de même, quand 2 ans après la sortie du cinéma de Tron Legacy, Disney achète Lucasfilm, mettant la main sur la licence Star Wars. Comme quoi, ils l'ont eu leur film de science-fiction. Revenons cependant sur Tron. Tron Legacy est ce que l'on pourrait appeler en anglais un soft reboot. Reboot signifiant recommencer ou redémarrer, soft quant à lui veut dire léger. Aujourd'hui, si je te dis Jurassic World, Star Wars 7, Terminator Genesis, ou bien Top Gun Maverick, tu sais de quoi je veux parler. Des films qui sont des suites, qui redessinent une nouvelle base, en faisant comme s'il n'était pas une suite. On refait la même chose sans refaire la même chose. Parfois ça ne fonctionne pas, comme Star Wars 7, parfois ça fonctionne, comme Top Gun Maverick. D'ailleurs, ce Top Gun Maverick est réalisé lui aussi par Joseph Kosinski. Ce qu'il a fait pour Top Gun, il l'avait fait avant pour Tron. Car oui, Tron Legacy est bien une sorte de soft reboot. Un des premiers à le faire, là aussi en avance sur son temps. Mais le film ne se contente pas d'être
qu'une simple copie, nous proposant une histoire différente, avec des réflexions sur nos sociétés, notre comportement, l'héritage de Tron surpasse largement la zone expérimentale du premier opus. Rien n'est parfait, comme tout film, mais je trouve qu'à l'époque, et même encore un peu maintenant, la presse et les critiques lui sont tombés dessus, l'enterrant alors qu'il était plein de vie. Surtout, les critiques se basent sur des conneries. Je ne citerai pas dans cette vidéo d'où proviennent les sources des mauvaises critiques. Je n'ai pas envie de les mettre en avant, cependant, si tu veux savoir, dis-le dans les commentaires, je te donnerai les noms. Tron Legacy n'a pas été défendu, et ce n'est pas juste, car il méritait de briller. On lui reproche des points qui soulignent parfaitement l'immaturité de ceux et celles qui jugent, ou bien d'une incompréhension du film à sa sortie. Ce qui revient à ce que j'expliquais un peu avant. Une des critiques disait que les dialogues sont assez gnangnan, pas très crédibles. La critique citait comme exemple l'échange entre Kevin Flynn et son fils Sam, lorsqu'ils sont sur le voilier solaire. Personnellement, je ne comprends pas. Oui, l'histoire, le scénario possède des failles, des points qui mériteraient d'être revus, notamment le fonctionnement de la grille, ou bien de mettre en avant l'impact qu'a eu le décès de la mère de Sam, que ce soit sur Kevin Flynn, est-ce que ça l'a motivé à avancer dans la grille, trouvant un remède pour soigner les maladies, ou bien sur Sam, comment a-t-il fait pour surmonter cette épreuve, en plus de perdre son père quelques années après. Je peux continuer, je suis le premier à dire ce qui pourrait être amélioré dans le film. Comment la salle d'arcade fonctionne-t-elle après toutes ces années? Personne n'avait remarqué la pièce cachée de Kevin Flynn. Pourquoi le système a encore de l'énergie? D'où provient l'énergie? D'un groupe électrogène? Qui paie les factures? Comment ça se passe s'il y a une panne de courant? Comment Clou arrive à activer le bip d'Alan alors qu'il n'était plus connecté? Pourquoi le disque de Sam n'a pas le même pouvoir que celui de son père, alors qu'il peut le faire rentrer dans le portail, et pas les autres disques? Quelles sont les raisons qui font qu'un programme est détruit, ou c'est juste une partie du corps qui est touchée? Pourquoi Rinsler redevient Tron aussi vite, après avoir été reprogrammé par Clou? Oui, le scénario, l'histoire n'est pas parfait, comme n'importe quel film. Mais de là à dire que les dialogues sont mal écrits, non. L'échange entre Sam et son père sur le voilier solaire est crédible. Sam retrouve son père. Tu crois quoi, qu'il va parler du théorème de Pythagore? Bien sûr que non. Ils vont aborder des sujets communs, des choses banales, comme le ferait quasiment n'importe qui. C'est comme ça que l'on engage une conversation, surtout quand tu n'as pas vu la personne depuis longtemps, même si c'est ton père. Well, you busted my bike? Pareil pour Korra, la critique disait que son dialogue sur la description du soleil avec Sam est ridicule. Mais là aussi, ce n'est pas le cas. Korra est un personnage naïf. Elle possède une grande sagesse, mais doit encore apprendre beaucoup de choses. Quand Sam décrit le soleil, oui, c'est bête, car ce n'est pas facile de décrire le soleil. C'est comme décrire une couleur, mais ça a un sens. Le soleil représentant l'espoir. Juste le fait que Korra s'intéresse au soleil ramène à ce qu'elle est. Un miracle. Un programme n'aurait pas pu penser ça, ou même l'imaginer. Le dialogue sur le soleil va avec le personnage. Le film se termine sur ça d'ailleurs, le soleil. Mais si encore la critique s'arrêtait là, elle va plus loin, en indiquant que c'est inacceptable que les femmes se comportent comme elles le font dans le film. À ce niveau-là, je peux plus rien faire. Je rappelle que Tron Legacy a été réalisé par un architecte, que tout doit être millimétré, ce qui explique certaines positions, notamment Korra sur son canapé. Personnellement, ça me choque pas, et je trouve pas ça affligeant. Au contraire, c'est esthétique, ce que le film est. Je rappelle aussi que la grille a été conçue par un jeune homme en quête de perfection. J'insiste sur le mot perfection. Personnellement, si on me demandait de créer une grille, oui, quasiment tout le monde se ressemblerait, serait sexy et réagirait d'une manière qui est celle que j'ai en tête. Le pire, c'est que le message principal du long métrage nous apprend à dépasser notre simple pensée et à aller plus loin. Est-ce que la quête de perfection de Kevin Flynn est-elle bonne? Les réponses sont dans le film. D'autres critiques insistent sur le fait que Tron Legacy n'est pas bien, parce que tu comprends, les motos dans le premier, elles faisaient des virages à 90 degrés et pas dans celui-ci. Au bout d'un moment. À l'époque, c'était, comme je l'ai dit, l'incompréhension technologique des sujets abordés qui lui ont fait le plus de mal. Et si tu n'étais pas au courant du futur, ce qui concernait une très grande partie des spectateurs et des critiques, professionnels avec des guillemets, il y avait une très forte probabilité que tu ne comprennes pas vraiment de quoi parle l'héritage de Tron, au-delà de son message sur la perfection. Ce qui nous donne des critiques qui s'attardent uniquement sur ça, disant que le scénario, l'histoire est brouillon, que le film aborde plein de choses pour finalement aller nulle part. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit jusqu'ici, mais non, les sujets que le film aborde, il le fait par ordre de priorité, mais il le fait bien, pour toutes les raisons précédemment exprimées. Je me répète, mais aujourd'hui, les personnes qui découvrent ce film le comprennent. Peu de gens sont maintenant dans le flou, car ce qu'aborde Tron Legacy
fait désormais partie de notre quotidien. Ça n'empêche qu'il y en a qui persistent à dire que Tron l'héritage c'est juste un nouvel album des Daft Punk. Sauf que Tron ce n'est pas que la musique des Daft Punk, c'est tout le reste aussi. Mais ça me permet de faire la transition. Les Daft Punk, qu'ils soient dans le film intradiégétiquement et extradiégétiquement, parfois ça peut surprendre certains, ont composé avec Joseph Trapenise l'une des meilleures bandes originales actuelles. Le son colle parfaitement à l'histoire, le visuel, l'univers qu'est Tron. La symbiose est totale, incroyable. L'image et le son n'ont jamais été aussi fusionnels. On y ressent tout. La joie, la tristesse, l'action, le calme, la froideur de la programmation, l'explosion de la vie, l'espoir, la réalité. On y ressent tout. Le mélange entre synthétique et organique donne une atmosphère plus que convaincante et montre le chemin parcouru avec un final orchestral, pur, des plus grandioses, symbolisant un futur radieux. Je pourrais parler des heures de cette bande originale. C'est d'ailleurs l'une des rares que je possède en vinyle. En dehors du rajeunissement de Jeff Bridges, les effets spéciaux n'ont pas vieilli. Je dis même que quelques-uns devraient prendre exemple sur le film. Cela s'explique par son réalisateur, mais aussi par les décors, pour la plupart en numérique, mais pas que, car certains ont réellement été construits, les costumes aussi, les LED de couleur sont bien réels, fonctionnant sur batterie. Le tout bien dirigé fait que le film se vaut largement. Je rappelle que Tron l'héritage, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il a 15 ans. Oui, voici en cadeau mes petits plaisirs coupables du film. Je l'ai déjà dit, mais le personnage de Mikey ressemble assez fortement au nom Mickey. Mikey dirige Uncom, une entreprise qui possède des caméras qui forment, tiens donc, le visage de Mickey. Rigolo, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois chez Disney qu'on les critique en interne, et ça ne sera pas les derniers. Il suffit de regarder Star Wars. Il y a aussi un moment où Kevin Flynn tape sur un programme parce qu'il ne veut pas fonctionner correctement. Un peu comme nous, quand on tape sur un ordinateur parce qu'il ne veut pas fonctionner comme on veut. Clin d'œil informatique. Dernier plaisir coupable, si jamais tu te demandes si ta copine t'aime bien, si elle te regarde comme ça, c'est que oui. C'était gratuit, ne m'en remercie pas. Tron Legacy est une beauté visuelle, auditif, historique, un film à voir. Je suis content qu'aujourd'hui la majorité des personnes comprennent Tron, notamment avec, comme je l'ai dit plusieurs fois, la conformité des technologies. Le cloud, le digital, l'IA sont maintenant des sujets ancrés dans notre monde. Je suis content qu'un regard pour le film a lieu, notamment en voyant les vidéos réactions sur internet, participant à redynamiser le tout. J'espère que Tron reviendra sur le devant de la scène. Il le mérite. Ce n'est pas rien d'ailleurs qu'un nouveau film a lieu. Officiellement, il devait y avoir une suite à Legacy, Tron Ascension. On ne sait pas grand chose sur ce qu'aurait donné l'histoire. Des rumeurs disent que ça aurait raconté la découverte du monde réel par Korra et celui de Korra par les humains. Tron Ascension a été annulé, mais une chose est officielle aujourd'hui, un nouveau film Tron est en préparation. Il se nomme Tron Ares et viendra se placer bien après Tron Legacy. Personnellement, j'y crois pas trop, mais bon, je verrai bien. L'héritage de Tron a laissé après lui plusieurs choses. La première, c'est bien évidemment des produits dérivés, des jeux vidéo, des attractions, la musique et même des manettes Xbox de l'époque. La deuxième, c'est sa marque dans le paysage audiovisuel. Si je prends comme exemple Aquaman, pendant la bataille finale, ça fait très Star Wars, mais ça fait aussi très Tron, que ça soit l'ambiance de la bande-son ou même le visuel avec des couleurs assez proches du néon et une direction artistique faisant penser à Tron. Tron Legacy reste en tout cas dans ma mémoire. Je m'en aspire souvent, notamment pour un court-métrage que j'ai fait, Lazarus, ou bien pour le Dada Show. Même avant d'être sur YouTube, j'avais déjà filmé une courte histoire reprenant la trame de Tron. J'aime Tron, car pour une fois, je me suis reconnu. J'ai tout compris, car je connaissais tous les sujets abordés. Tron l'héritage, c'est un film qui m'a parlé, qui me parle toujours. Je peux le revoir alors que je le connais par cœur, à chaque fois, je ressens les mêmes sensations. Ce n'est pas un film comme les autres, il est unique. Un peu comme Mass Effect dans le jeu vidéo, si je te demande de trouver un autre jeu similaire, c'est compliqué. Pour Tron, c'est pareil. Je suis content que cette suite ait pu voir le jour, content qu'aujourd'hui, le temps lui ait donné raison. L'impopulaire est devenu populaire, espérant qu'il le reste longtemps. Goodbye, kiddo. Cette pause cinéma arrive à sa fin, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Laisse un commentaire en y donnant ton avis sur le film Tron Legacy, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'était Damien, et n'oublie pas ce que disait le célèbre Kevin Flynn, le truc à propos de la perfection, c'est qu'elle est inaccessible tout en étant devant nous constamment. Merci à toi, merci à Tron, c'était Damien, à plus tard.